Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh là, attendez, je vais enlever le... je vais enlever le ventilo, sinon vous allez rien entendre du tout. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne semaine, là, on est en plein milieu. Salut Tidus, salut DB Addict, salut Galerian. Je suis fatigué, je suis dans les choux complets. Je vous avoue que là, j'aimerais bien... Alors je sors d'une sieste, mais je suis encore complètement fatigué. Vraiment, c'est un peu compliqué, quoi. Coucher tard, lever tôt, enchaînement de boulot jusqu'à je sais pas quelle heure. Après deux trois courses, après sieste. Allez hop, zoup. Allez, Thomas, il est terminé. Hop. Alors, bon, aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on a prévu de parler du proxy pattern. Alors, je vais quand même rallumer le ventilateur. Vous allez juste me dire si... et vous allez me dire si vous l'entendez. Est-ce que vous entendez ce beau ventilateur? J'aimerais bien vous montrer la gueule du ventilateur parce que ça ressemble à un petit robot le truc. Enfin, un petit robot. Il ressemble à un gros boudin. Putain, regardez ça. C'est génial. C'est bon, hein? Et c'est un... Comment on appelle ça? Un... Merde. Comment on appelle ça? Purificateur d'air. Et ça fait même de l'air chaud et tout en hiver, ça va être trop bien. Bref, tout ça pour dire que j'ai un peu chaud. Je sais pas vous, mais moi j'ai encore un peu chaud, hein. C'est encore l'été ici. De toute façon, c'est encore l'été. Je suis con, moi. Purée, je suis fatigué, hein. Faut que j'arrive à me concentrer sur le proxy pattern. Là, c'est le sujet du jour. Enfin, vraiment que je me concentre parce que là, aujourd'hui, c'est dur. Allez, donc proxy pattern. Proxy pattern aujourd'hui, capsule PHP. On va regarder un tout petit peu comment mettre en place le proxy pattern. Déjà, d'abord, présenter un petit peu ce qu'est ce pattern et à quoi il peut servir, dans quel cas il pourrait servir. Si vous avez des exemples d'implémentation, ce serait top. Moi, je vais vous montrer une implémentation que j'ai mise en place et je vais vous montrer aussi, enfin, on va discuter un petit peu des implémentations qui peuvent être utilisées, notamment sur Doctrine et pourquoi on l'utilise sur Doctrine. Que dire de plus? Pas grand-chose. Je pense que là, on va essayer de se lancer. Déjà, premièrement, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui connaissent ce pattern? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le proxy pattern? Déjà, alors si vous ne le connaissez pas, est-ce que ça vous parle? C'est-à-dire que proxy, ça veut dire procuration. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce que vous avez une petite idée ou même si c'est pour dire une connerie, c'est pas très grave. On n'est pas tous au fait. Non, non, hello, salut Tony. Tony Glandil, j'aime beaucoup ton pseudo. Un pseudo en béton. Bonzon. Alors attends, comment on dit? Bon son d'X. On va dire ça comme ça. La déprime. Pourquoi la déprime? Je le connais via Doctrine, mais sans plus. Ok. Merci que nous dit Tony Glandine. Mais bah de rien. Alors, le proxy pattern, l'idée donc c'est, ça veut dire proxy, procuration. Et le but effectivement, ça va être de, imaginons, j'ai une classe. Le dev web c'est la déprime. Pourquoi c'est la déprime? Qu'est-ce qui te fait croire que le dev web c'est la déprime? Explique-nous. Non mais cela doit permettre d'économiser des requêtes. Pas forcément des... Non, c'est pas vraiment à ce niveau-là. En gros, c'est un substitut. Oui, c'est ça, c'est un substitut. L'idée, c'est de se dire que on va substituer, euh, par exemple, le code d'une classe à notre procuration, donc à notre substitut, euh, peut-être pour effectuer des traitements qu'on n'est pas censé faire et qu'on ne peut pas faire dans notre classe principale. Je vais vous donner quelques exemples, vous comprendrez peut-être un petit peu mieux. Bon, j'attends la réponse de Bonzon DX là, parce que le dev web c'est la déprime. C'est quand même dommage de dire ça, parce que bon, moi j'ai plein d'exemples pour dire que c'est pas de la déprime quand même. Ne serait-ce que de pouvoir créer un petit peu ce qu'on fait. Je suis nourri au C. Ah bah oui, non mais forcément aussi, t'es nourri au C. T'es biberonné sur un langage qui existe depuis bien avant ma naissance. Bon, forcément aussi. Forcément, rien à voir, c'est un institut, effectivement. Mais après, bon, c'est moi aussi, hein. C'est verbeux. Oui, alors bon. Alors je sais pas si tu parles du C. Non, non, mais verbeux, je sais pas. Ça dépend des langages, hein.
Parce que sachant qu'avec du dev web, tu peux le faire en Go, en Rust, tout ce que tu veux d'ailleurs. C'est pour chanvre. Alors, tu fais 42. Ah oui, c'est vrai que 42, vous devez en bouffer du C. Bref, allez, proxy pattern. Bon, on va prendre un exemple très concret. On va prendre l'exemple justement de... tout simplement de... Attends, immonde à lire. Mais c'est peut-être parce que tu sais pas le lire. Est-ce que ça peut être ça le biais aussi? Généralement, parce que quand on connaît pas vraiment, on a plutôt tendance à dire que c'est de la merde justement dans ce métier-là. Est-ce que ça serait pas juste ça au final? Trop jeune pour boire. Bon, proxy pattern. Donc exemple, regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite mettre un exemple. Alors attendez, je vais plutôt prendre un exemple sur un projet. Est-ce que je vais trouver ça? Un petit projet là. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Alors attendez, je vous partage l'écran seulement quand je pense avoir trouvé ce qu'il faut. Bougez pas. Non, évidemment, là, il n'y a pas de proxy qui sont générés, c'est super. On va aller plutôt sur celui-là. Ok. On va aller sur, par exemple, sur ça. Très bien. Ok, allez, je partage l'écran et on y va. Alors déjà, on va aller chercher un petit peu la définition Refactoring Guru parce que c'est un petit peu justement la base pour parler un petit peu des patrons de conception. Il y en a énormément qui sont très très bien expliqués, en plus en français. Hop. Donc là, ça nous dit quoi? Ça nous dit les intentions, c'est la procuration est un patron de conception structurel qui vous permet d'utiliser un substitut pour un objet. Bon, ok, même pour le moment, c'est encore un petit peu complexe. Il donne le contrôle sur l'objet original, vous permettant d'effectuer des manipulations avant ou après que la demande ne lui parvienne. Ok, donc si on comprend bien déjà, la première chose qu'on peut retenir, c'est que on peut avoir un contrôle sur le cycle de vie d'une classe, d'un objet. Imaginons, j'appelle une méthode, on doit en fait pouvoir contrôler ce qui se passe avant l'appel de la méthode et après l'appel de la méthode. J'ai commencé il y a bien longtemps. Ah bah c'est peut-être pour ça, je pense alors. Alors pourquoi vouloir maîtriser l'accès à un objet? Voici un exemple. Vous avez un énorme objet qui contient beaucoup de ressources, mais vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez besoin que de temps en temps. Ok. Donc là, ça se rapproche un petit peu du lazy loading, par exemple. Vous pouvez recourir à l'instanciation paresseuse, donc c'est ce que je viens de parler, du lazy loading. Créer l'objet uniquement lorsque vous en avez besoin. Vous devez implémenter une initialisation différée dans tous les clients pour l'objet concerné. Malheureusement, vous allez vous retrouver avec beaucoup de code dupliqué. Alors, on va essayer de dégrossir un tout petit peu cette partie-là. Imaginons le cas suivant. Je vais vous montrer tout ça. On va aller sur une entité basique du style user. Donc là, on a une entité user. Ce qui nous intéresse, nous, c'est un petit peu les propriétés. Et on a plusieurs, ce qu'on appelle relations. On a, exemple ici, pour un user, il peut avoir ou non une adresse, il peut avoir ou non un coupon, il peut avoir un sponsor, et il est rattaché à un club. Ok. Et autre chose, il a une collection, donc il peut avoir plusieurs règlements. Ok. Le problème, c'est que là, si on ne fait pas de lazy loading, il faudrait tout charger d'un coup. Il faudrait tout charger. Problème est que, évidemment, si je charge tout mon objet user, et que derrière, je vais aussi charger adresse, coupon, le club, etc., on se doute bien qu'il va y avoir des appels en cascade. Pire encore, ici, on a une relation qui pointe sur le même objet dans lequel on se trouve. On est dans user, et j'ai une relation qui pointe vers user aussi. Donc si on part du principe qu'on ne fait pas de lazy loading, qu'on fait plutôt ce qu'on appelle du eagerly loading, c'est-à-dire qu'on va tout charger au moment où on instancie les choses, ça veut dire que là, je vais instancier mon user A, mon user A qui pointe vers l'user B, qui lui-même pointe vers l'user C, et là, je vous raconte pas la merde que ça peut être. On peut se retrouver avec des références circulaires où, par exemple, A va appeler B, B va appeler A. Et puis ainsi de suite. Ok. Alors après, évidemment, il existe des petits trucs pour améliorer tout ça. Bon,
Et justement, le lazy loading en est une idée. Donc le lazy loading, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne vais chercher la donnée que quand je la demande. C'est-à-dire que quand je vais quand je vais instancier mon utilisateur, quand je vais récupérer un utilisateur, je vais peut-être récupérer les données, on va dire, scalaires, primitives par exemple, ok? Mais je vais pas récupérer, je vais pas tout de suite lui donner à cet objet, en tout cas, Doctrine ne va pas tout de suite lui donner un objet adresse, il va pas lui donner non plus un objet coupon, ou encore mieux, un objet user. Là, par contre, dans l'objet club, j'ai mis eager. Vous avez compris que là, pour le coup, je vais charger le club directement quand je charge l'user. Mais donc, du coup, celui-là, on passe à côté. Mais du coup, vous avez compris, je ne vais pas charger les données tant que je ne les ai pas appelées une fois. Mais le problème, c'est que moi, quand je vais faire, par exemple, un get coupon, ici, le get coupon, il nous fait quoi? Il va juste récupérer ce qu'il y a dans la propriété. Ah, et là, on est embêté. Là, on est embêté parce que ce qu'on devrait faire, c'est se dire, ok, alors quand je fais un get coupon, par exemple, on va vérifier si, ah bah tiens, est-ce que j'ai initialisé au moins une fois ce get coupon? Sinon, si je ne l'ai pas fait, je vais donc aller le chercher en base de données. Sauf que, rappelez-vous, on se trouve dans une entité, et quand on travaille en mode entité, salut Ben, du coup, on n'a pas la possibilité, si vous voulez, de se dire que depuis une entité, on va attaquer une base de données pour y récupérer justement ce fameux coupon. On est enfermé dans notre scope, dans le scope de notre entité qui est bloqué par sa propre nature d'entité, qui est donc limité dans ses fonctionnalités et qui ne gère au final que ce qu'il est censé gérer, c'est-à-dire les données d'un utilisateur. Il ne peut pas aller à l'extérieur. L'extérieur peut venir à lui, mais lui ne peut pas aller à l'extérieur. Donc comment on gère cette problématique-là? Pour gérer cette problématique-là, on va forcément, vous vous doutez, c'est un petit peu le sujet du jour, on va utiliser le proxy pattern. Donc le proxy pattern, c'est pour lui dire, ok, la procuration d'aller récupérer, c'est-à-dire la procuration qu'on va créer, va nous permettre d'aller récupérer le coupon en base de données, sans que ce soit à nous de le faire. En tant que user, la classe user, d'accord? On va donner cette priorité à quelqu'un d'autre. Eager, ah ouais? Ah moi je dis eager, bon. Et du coup on va donner cette responsabilité à notre procuration. Ça va être son rôle d'aller gérer en gros le lazy loading. Alors, comment on peut gérer ça? On peut gérer ça de plusieurs manières. C'est-à-dire que on peut tout simplement dire ok, je vais wrapper mon user dans une classe qu'on pourrait appeler proxy et qui va contenir notre objet et qui va certainement contenir des méthodes magiques du style call, par exemple, ou quand je fais un get coupon, je comprends que je fais un getter sur la propriété coupon et que je vais vérifier si dans mon objet coupon a été initialisé. S'il n'a pas été initialisé, vu que mon proxy, lui, a accès ou cette fois à mon service, à l'entity manager qui me permet d'aller récupérer des données, il va pouvoir être capable de faire cette petite tambouille. Bon, très bien. On wrap, simplement. Autre possibilité, déjà un peu plus ardue, ça va être d'implémenter, ou plutôt de générer un fichier PHP, une classe PHP, certainement en cache, dans la plupart du temps, de générer cette classe, et que cette classe soit une classe enfant de notre entité. Exemple ici. Nous avons notre proxy. Proxy app entity. Et là, on voit que notre proxy s'appelle le même nom que notre classe user, donc il s'appelle user, et il extends, donc il étend la classe, donc c'est une classe enfant de notre entité user. Et donc, bon, ici le implément Eager proxy, le implément proxy, ça c'est justement pour qu'on lui dise, ok, on va implémenter les quelques méthodes qu'on souhaite. Donc ici on a pas mal de petits points dont on a besoin, comme un initializer, un isInitialize. Ça veut dire au final qu'on pourrait carrément se dire que, en fait, moi je vais avoir un objet avec simplement son identifiant unique, par exemple son ID, je vais juste mettre cette information-là dans l'objet, je ne vais mettre aucune donnée à côté, et que quand j'aurai besoin d'aller chercher des données dans cet objet, c'est à ce moment-là que j'irai faire mes requêtes pour remplir mon objet, pour l'hydrater. Mais je pourrais très bien me dire, je me balade avec un objet, seulement avec un ID qui est rempli, et j'ai 50 champs à côté que je n'ai toujours pas remplis, et que j'irai remplir au moment où j'en ai besoin. On va avoir aussi ce qu'on appelle un lazy properties names. En fait, là, c'est quoi? Ici, on va tout simplement stocker
les propriétés qui ont été chargées en mode lazy loading. C'est-à-dire que la première fois, on a un tableau vide. Et bien sûr, quand demain, on va aller chercher, on va dire, bah tiens, récupère-moi ce fameux coupon qui va taper sur une autre entité, dans une table, etc., qui va demander un petit peu de travail derrière. On va lui dire, ok, alors je vérifie, est-ce que j'ai déjà chargé dans le lazy property names, est-ce que j'ai déjà chargé par exemple ce coupon? Si oui, eh ben tout ce que j'ai à faire, en fait, on va chercher le get coupon, regardez, vous allez voir. Alors hop, CTRL F, get coupon. Et ben en fait, là ici, il fait le petit travail que je vous ai dit. Si ça a été initialisé, si notre projet, alors si on a un initialiseur et si ici le invoke, on peut imaginer qu'il fait tout un travail pour savoir, ok, est-ce qu'on a déjà appelé le get coupon? Si le get coupon envoie bien une donnée, qu'est-ce qu'on fait? Ben en fait, dans tous les cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer le parent. C'est-à-dire que, rappelez-vous, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que le substitut permettait de contrôler le cycle de vie d'un objet. Ici, le cycle de vie de notre objet, du moins sur le get coupon, ça va justement être de lui dire, ok, vérifie et va appeler si besoin le coupon, va récupérer le coupon si on en a besoin. Si on ne l'a pas déjà chargé. Si on l'a chargé, on va stocker la donnée dans la propriété, on n'aura plus besoin de refaire ce travail-là puisqu'il a déjà été fait, et on va rappeler la méthode parent qui, elle, va renvoyer la donnée de la propriété qui a été remplie au préalable et en amont. Ok. Alors là, le problème qu'il y a, c'est que là, certes, on a un proxy, mais on ne se rend pas compte de ce qui se passe derrière. Vraiment. On n'a aucune idée de ce qui se passe derrière. On pourrait très bien se dire, voilà Thomas, c'est de la magie, je comprends rien. Et je vous dirais, bien sûr, moi non plus, j'y comprends rien. Donc ce qu'on va regarder, c'est une implémentation que j'ai mise en place. Et je vais vous raconter un petit peu l'histoire qu'il y a derrière pour essayer de vous mettre dans un contexte bien précis. Alors je vais fermer ça et je vais ouvrir le bon projet. Hop, c'est celui-là. Ok, ce projet a été développé pour un client, pour l'intranet d'un client. Et il s'appelle comment? Client API Core. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de donner un petit peu de contexte. Je dois travailler sur l'intranet d'un client. Cet intranet, c'est quoi? Ça va être une gestion avec des produits, gestion de commandes. Salut Lior. Une gestion d'utilisateurs, enfin une gestion de plein de choses. On peut gérer plein de choses, mais comprendre qu'en fait cette gestion qu'on va avoir dans notre internet, dans notre intranet, pardon, il va se répercuter en mode API. C'est-à-dire que l'idée c'est que mon client, lui, va déployer plusieurs projets. Et ces projets-là vont avoir besoin d'aller taper dans une API qui se trouve sur notre intranet, pour pouvoir effectuer et en fait de pouvoir centraliser tous les comportements, toute la mécanique de certaines fonctionnalités au même endroit. Salut Alex. Ah mais genre tu traînais encore sur Symfony, c'est has-been. Bon, je retourne finir ma journée. Elle m'a dit donc, c'est has-been. Un jour on se mettra avec du Laravel, promis. Un jour on fera un getting started sur Laravel, promis. Vraiment, je te jure. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Alors attendez, je vais juste couper Discord et Slack parce que j'ai des trucs qui paument de partout, c'est un petit peu perturbant. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est ok, donc si l'intranet est une API, fournit une API, que plusieurs des projets clients, eux, doivent attaquer cette API, je me suis dit, ok, ce serait peut-être intelligent de créer des librairies qu'on irait installer automatiquement dans les projets clients pour aller attaquer l'API beaucoup plus simplement sans avoir à faire des appels HTTP. Alors moi, ce que je suis parti du principe, c'est que j'ai essayé de refaire le même système que Doctrine, avec une notion d'entité et de repository, non pas en attaquant une base de données, mais en attaquant une API. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de reproduire un petit peu le même schéma. Donc je vais vous montrer juste à quoi peut ressembler une API, donc un client d'API, c'est-à-dire une librairie pour l'API. Hop, là, je vais tout fermer, je vais vous montrer un tout petit peu de code. Et là, en fait, tout ce que j'ai, ce sont simplement des entités et des repositories. C'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas besoin de plus. Je sais que t'aimes bien, Alexandre. Du coup, imaginons, j'ai une entité produit où je lui dis, ok,
Mon repository, c'est product repository, c'est-à-dire, OK, sur quel service tu vas pointer pour la partie persistance et accès aux données. La IRI, alors ce qu'on appelle une IRI, c'est quoi? C'est en gros, si vous voulez, la partie du endpoint, le endpoint de base, la base du endpoint d'une ressource précisément. Donc là, c'est la base du endpoint de notre ressource product. Normalize group, ça, on s'en fout. Et derrière, on se retrouve un petit peu avec ce qu'on a l'habitude de voir dans Doctrine. On a une notion d'identifieur, on a une notion de colonne, on a des notions de belongs to. Alors du coup, on va essayer de regarder un tout petit peu les différents types qu'on a. On a belongs to et as many. Donc belongs to appartient à, as many à plusieurs. Belongs to, c'est une relation en gros many to one. Donc c'est du 1-1 d'un côté, n de l'autre. Et le as many, c'est n d'un côté, 1 de l'autre. Ou n. Imaginons. Alors, dans le cas présent, on gère tout simplement une boutique. On a des produits qui ont une catégorie, une taxonomie, pour ainsi dire, et une marque. C'est pour ça qu'on a un belongs to ici. Et dans cette information, on va lui donner OK, sur quelle entité tu pointes, taxonomie et brand, et quel est le nom de la propriété qui se trouve ici. OK. OK, très bien. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, c'est de pouvoir stocker ces données et de pouvoir les réutiliser derrière. Un peu comme la librairie Stripe, ça t'expose des entités et des méthodes, mais tu ne connais pas les appels HTTP en soi. Exactement. Salut Synapse. Exactement. Donc, là, je vous ai donné un exemple. Mais là, on est bien d'accord que quand vous allez vouloir récupérer, quand vous allez récupérer un objet product, encore une fois, je ne vais pas vous envoyer automatiquement l'objet taxonomie et l'objet brand. L'idée, c'est plutôt de se dire, OK, ces informations-là, je vais vous les envoyer quand vous allez me les demander. Quand vous allez me faire un get taxonomie ou un get brand, là, je vais vous envoyer l'objet en question. Et là, je ferai l'appel API qui a besoin pour. Je ne le ferai pas avant. D'accord? Alors, pour faire ça, j'ai donc mis en place le proxy pattern. Et j'ai mis en place le proxy pattern à quel moment? Au moment de l'hydratation. D'accord? Donc, je veux hydrater un objet. Je lui dis, en gros, que je te donne le nom de ma classe, donc dans notre cas, ça a été product, et je te donne les données. Ces données-là, ce sont des données qu'on va appeler flat. Ce sont les données plates, c'est-à-dire des données totalement normalisées au format tableau. D'accord? Ce n'est pas un objet, c'est un tableau de données flat, tout ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire un tableau associatif, propriété, donc clé-valeur, on va voir ça comme ça. Et avec ça, nous, ce qu'on veut, c'est hydrater, instancier un objet, hydrater l'objet en question. Ok. Et ben, on va commencer à regarder un tout petit peu comment ça fonctionne. Déjà, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir quelle est la librairie que j'ai utilisée. J'ai utilisé la librairie qui s'appelle Orio, alors pas Kezak, mais qui s'appelle Proxy Manager. Alors là, il nous dit Symfony Proxy Manager Bridge. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça, en fait, c'est juste un wrapper, un bridge, qui va me permettre de taper en fait plutôt dans Friends of PHP Proxy Manager LTS. Voilà. Alors pourquoi j'utilise plutôt le bridge? Parce qu'en fait, là, on est sur un bundle Symfony et que c'est beaucoup plus simple à gérer en me disant que je vais directement gérer avec un bridge et merci, au revoir, pas besoin d'aller plus loin. Donc ce proxy manager, à quoi il va me servir? Qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, on a metadata. Le résolveur ici, c'est pour récupérer, si vous voulez, sous forme d'objet, les informations qu'on va pouvoir avoir dans une classe donnée. Alors attendez, on va revenir ici. Moi, ce que je veux récupérer, si vous voulez, ici, ce sont toutes les informations que j'ai mises dans les attributs. De récupérer l'identité et les composantes, ce qui fait que c'est un objet. Il est composé de quoi comme colonne? Et qu'est-ce qu'on va voir comme données dans notre API? En gros, l'idée, c'est de prendre une ressource API, les données qui vont être gérées à l'intérieur, et de pouvoir le mapper sur une entité. Et bien, cette donnée-là, ce mapping que je vais faire, je le reçois ici. J'appelle ça des métadatas. Ok.
Derrière, je vais utiliser le Property Assessor. Property Assessor qui est un composant de Symfony qui va me permettre d'accéder plus facilement à des propriétés, ou en tout cas de appeler des propriétés et notamment des getters et des setters, beaucoup plus simplement, sans avoir à me casser la tête, soit en les implémentant moi-même, ces trucs-là, qui va pas être très joli, c'est-à-dire faire des appels dynamiques. Et je me dis, ok, c'est plutôt lui qui va être, on va dire, garant de citer ou de récupérer des données, c'est-à-dire de modifier ou de récupérer des données, et il fait un petit peu sa petite tambouille, et je vais pas plus loin. Évidemment, ça veut dire une chose aussi, ça veut dire que on se retrouve forcément avec des entités anémiques. Mais je vous l'ai dit, j'ai pris le parti pris justement de me dire, je vais refaire de très loin, en bien moins bien fait, on va dire, c'est vraiment bien plus mauvais, on est d'accord, que Doctrine, pardon, mais je veux reproduire le même système que Doctrine. Et dans Doctrine, les entités sont anémiques. Une entité anémique, qu'est-ce que c'est ? C'est une classe toute simple avec des propriétés et avec des getters et des setters. On n'a pas de propriété, on n'a pas de méthode par exemple qui va effectuer un traitement particulier. Nous ne sommes pas dans un système d'entités riches. On est sur des entités anémiques, quelque chose de très pauvre en métier. On est juste là pour représenter des données. D'accord ? Donc, le Property Assessor fera très bien ce boulot-là parce qu'on n'a que des getters et des setters. Ok. Derrière, je vais récupérer mon API client. Donc là, vous comprendrez tout de suite pourquoi je fais cette chose-là, simplement parce que je vais devoir l'utiliser à l'intérieur de mon use, de ma fonction ici. C'est une fonction statique que je déclare dans une variable. Donc c'est comme du fonctionnel, si vous voulez, un tout petit peu, on est de loin, mais c'est un petit peu l'idée. Et dans cette chose-là, je lui passe plusieurs choses. Je lui place un ghost object. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Un ghost object, le nom d'une méthode, les paramètres de cette méthode, le fameux initialiseur. Qu'est-ce que c'est ça aussi l'initialiseur ? Bon, on ne sait pas trop encore. A priori, ça a l'air d'être un appel à elle-même. Je lui envoie en paramètre de cette fonction elle-même. Il y a quelque chose d'assez bizarre, mais c'est un peu comme de la récursivité sur une fonction anonyme. Bon, pourquoi pas. Et derrière, j'ai une notion de propriété. Alors d'ailleurs, elle n'est pas utilisée, je pourrais même la supprimer si besoin. Le use ici, à quoi ça sert quand on fait une fonction anonyme comme ça ? Ça permet en fait de lui dire, ok, dans cette fonction statique, je vais quand même lui proposer d'avoir accès à certaines variable qui se trouve à l'extérieur du scope de cette fonction. Parce que quand on fait une fonction anonyme en PHP, tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette fonction n'existe qu'à l'intérieur et elle n'a pas du tout conscience de ce qui se passe à l'extérieur de la fonction. Donc là, on lui dit, attention, tu vas prendre conscience de ces 4 petites variables, Property Assessor, Metadata, Data et API Client. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que, ici, on fait l'initialiseur égale nul. Bon, d'accord, pourquoi pas. Derrière, on va lui dire, ok, pour chaque donnée que j'ai dans mon tableau, K étant la clé et V la valeur, bah moi ce que je vais lui récupérer, c'est la colonne. Vous savez, la fameuse colonne, c'est-à-dire cette donnée qu'on a ici, qu'on retrouve dans notre annotation, dans notre attribut, où là en fait je vais lui donner plusieurs informations. Pour chaque colonne que je mets dans une entité, je vais lui donner un nom, un type, et savoir s'il est nul ou pas. Par défaut, il n'est pas nul. Ok. Donc, je vais récupérer dans colonne la donnée. Si ça, ce n'est pas nul, c'est-à-dire que c'est une colonne qui est mappée. Parce que, effectivement, j'ai bien une colonne derrière. Parce que je peux très bien... Merci Rafafou, merci beaucoup pour ton follow et bienvenue. Donc, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de se dire que, effectivement, s'il y a une colonne qui existe, qui n'est pas nulle, ça veut dire qu'elle a été mappée grâce à mon client API Core, dans mon système que j'ai ici, et que je vais pouvoir justement la mapper avec ce qui se passe dans l'API. Donc là, on va avoir quoi ? On va avoir un Property Assessor, c'est un setter, c'est tout ce qu'il y a de plus simple, et derrière, j'ai simplement un match, si je dis pas de bêtises, un match en fonction du type, pour pouvoir caster la donnée automatiquement si elle n'est pas faite. Parce que dans le doute, ce que je vais récupérer comme données dans data, certes, ça peut être des données flat, mais peut-être que toutes les données peuvent être au format texte, et qu'on a peut-être besoin d'aller un petit peu plus loin. Alors, j'ai quand même facilité les choses. Je me suis dit que forcément, si je mettais un datetime derrière, je mettais un datetime immutable. Je ne me cassais pas la tête à savoir si c'était un datetime simple, datetime immutable, etc., etc. On s'en fout de ça.
D'accord? Maintenant, on en arrive sur les deux choses qui vont nous intéresser et qui vont demander beaucoup de boulot. Alors, on a le belongs to. Donc là, on lui dit, ok, si dans mes metadata, si pour cette propriété, rappelez-vous la propriété, on va dire, brand dans mon entité product, si elle fait référence, si elle possède un attribut belongs to, ça veut dire que c'est une relation. Et dans ce cas-là, je vérifie, ok, si la donnée n'est pas nulle, parce que la donnée peut être nulle. Et la donnée, généralement, ça va être quoi? Ça va être un ID, tout simplement. On va recevoir l'ID qu'on possède dans notre... qu'on récupère de notre API. Donc, ici, je vais faire un set value. Rappelez-vous le set value, alors je ne l'ai pas expliqué, mais rappelez-vous, il va récupérer le fameux ghost object. Donc le ghost object, qu'est-ce que c'est? C'est le fameux objet qu'on va instancier. D'accord? Mais sous forme d'API. Au final, ça sera justement notre fameux proxy. On va avoir la propriété et on va avoir la valeur qu'on veut donner à cette propriété. Ça, c'est le but du set value. C'est un peu le même principe qu'utiliser la réflexion, si vous voulez. Dans la réflexion, quand vous faites un reflection property, vous avez dedans, c'est du spooky, vous avez dedans une méthode qui permet de setter la value. Vous lui donnez le nom de l'objet et la valeur, et évidemment le nom de la propriété quand vous instanciez votre reflection property, et il fait le travail. Enfin, j'arrive à arriver avant la fin. Oui, tout à fait, on est en plein dedans. Donc je reviens sur mon belongs to. Donc là, je veux setter la valeur. On n'oublie pas que nous, ce qu'on veut, avec le belongs to, c'est récupérer une valeur. Donc ça veut bien dire que le $v ici va nous envoyer quoi? Un ID. Mais en fait, non. Parce que moi, derrière, qu'est-ce qui se passe? Dans mon système, il ne renvoie pas un ID, mais il renvoie une IRI. L'IRI, rappelez-vous, c'est le endpoint d'une ressource. Dans mon cas, ça va être /API, /brands, /l'ID de la brands. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce que c'est ce que j'ai... mais tu rates le début, ouais. C'est ce que j'ai fait, justement. C'est ce que j'ai donné comme précision, parce que mon API a été fait, vous vous le doutez, avec API plateforme derrière dans l'intranet. Mais ça, on s'en fout. À la limite, on sait qu'on récupère quelque chose de cette forme-là. /API, /brands, /2, par exemple. Je veux la marque numéro 2. Et ça va me renvoyer une donnée. Et donc un tableau plat représenté par un tableau associatif clé-valeur. Ok. Mais moi, j'ai besoin de récupérer un objet. D'accord? Et donc là, en fait, ce qu'on va lui dire, c'est ok, et ben l'objet, tu vas le récupérer de cette manière-là. Tu vas le récupérer en faisant un get repository belongs to, et là, j'ai le fameux target entity. Rappelez-vous, dans le belongs to, j'ai le nom de ma target, c'est-à-dire l'entité vers laquelle je pointe. Donc si je récupère cette entité-là, je vais pouvoir derrière récupérer le repository de cette entité qui va me permettre de faire un appel pour récupérer la donnée en question. Et donc c'est ce que je fais. Je récupère la donnée en question en faisant un getItem by IRI. On ira plus tard voir ce que ça fait, parce que pour le moment, je ne vous ai pas montré la notion de repository pattern, qui est encore un autre pattern utilisé notamment par Doctrine, et dans mon cas qui est utilisé ici. Ok. Maintenant, regardez le as many, j'en ai plusieurs. Et là, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que moi, ce que je vais recevoir, c'est un tableau de IRI, et moi, tout ce que je vais faire, c'est OK. Vu que je reçois un tableau, je vais quand même setter évidemment la propriété, mais je vais lui renvoyer, je vais mapper mon tableau de IRI pour qu'il le transforme en tableau d'objet. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler directement le get repository, je vais réappeler un item by IRI. Alors là, on pourra avoir quelques difficultés. Là, ça pourrait être un petit peu embêtant. C'est que si la connexion est vraiment très grande, on va faire autant d'appels HTTP qu'il y a d'informations, qu'il y a de lignes dans notre collection. Là, on se retrouve vraiment avec une problématique de performance qui est pas génial. On pourrait plutôt dire, ah bah tiens, j'ai plutôt tapé sur un endpoint qui va filtrer et me renvoyer les données que je veux. Seulement une fois. Ok. Donc ça sert à quoi? Ça, tout ce que j'ai donné ici, toutes les informations que j'ai données ici, c'est pour initialiser l'objet quand j'en ai besoin. D'accord? Quand j'en ai besoin. D'accord? Donc je peux ne pas en avoir besoin dès le début. Seulement quand on appelle les fameuses propriétés en question. Et donc là, le fameux Lazy Loading Ghost Factory va faire ce travail pour nous. Alors, il va nous créer le proxy et il va faire notre petite tambouille derrière. On va regarder un tout petit peu en utilisation comment ça fonctionne directement dans mes tests. J'ai mes entités, j'ai une entité foo qui dedans a un objet cuse
et un objet Korg, qui sont à la fois un belongs to, mais aussi un as many pour le growth. Ici, c'est un array, un tableau de growth, qui eux-mêmes vont avoir d'autres choses. D'ailleurs, on peut regarder, je crois que... Alors non, je crois pas qu'ils ont de... Ouais, non, ils n'ont pas de relation directe derrière. Alors un repository, vous allez le voir, c'est tout simple. Hop, je vais avoir un item by Eri, j'appelle tout simplement l'API client. Donc ça, l'API client, qu'est-ce que c'est? Je vous le montre très rapidement. Il est où? Il est là, c'est simplement je récupère HTTP client, le composant de Symfony, et je vais faire une request. Donc généralement quand je fais une request get, là en gros c'est une requête get avec l'IRI en question, et puis merci, au revoir, c'est terminé. Ok. Et là après j'appelle mon hydrator et je lui envoie les données de la réponse. Ça va pas plus loin que ça. Pareil, j'ai une notion de collection, du delete, du post et du put. Bon, ok, très bien. Mais est-ce que vous avez compris un petit peu l'idée? L'idée ici de notre hydrateur et de notre initialiseur ici, c'est de se dire, ok, ça va être appelé, je vais charger les données seulement au moment où j'en aurai besoin. Je peux très bien ne pas en avoir besoin. Quand je charge mon objet directement, quand je fais mon getItem by Eri, je récupère mon objet rempli. Pas de problème. Mais dedans, je vais avoir après un objet. Je vais avoir par exemple un objet, on va dire là, growth par exemple, ou Korg, en relation qui se trouve dans mon foo là. Je vais avoir cet objet là qui va être vide. Et c'est dès que je vais appeler une donnée à l'intérieur qui va les remplir et faire l'appel. Ok, dès que j'en ai besoin, dès que j'ai besoin des données qui se trouvent dans ma relation de mon objet, là je vais faire appel à cette relation là, je vais récupérer les données de cette relation. Mais pas avant, j'en ai pas besoin avant. Tant que je le fais pas, j'ai pas besoin. C'est mon substitut, c'est mon proxy qui va s'occuper de faire ce travail-là pour moi. Moi, je m'en occupe pas. Je m'en occupe pas du tout. Et alors, à quoi ressemble un petit peu l'objet qu'on va avoir derrière? Alors, attendez, je vais essayer de retrouver une petite image pour vous montrer ce que ça peut donner. Ok, alors attendez, je vais essayer de télécharger juste l'image. Ok. Alors non, ça doit être dans Downloads. Downloads. Ok. Ça ressemble à ça. Donc là, par exemple, c'est pour récupérer un fameux produit. Donc là, Proxy Manager, on voit là, on voit pas très bien, mais c'est Proxy Manager Product. Et là, j'ai mon initialiseur avec les données qui ont été chargées. D'accord? Donc là, mon initialiseur, il est justement, ok, il a récupéré les données qu'on veut. Là, on a les données. Vous savez, là, regardez. Voilà, là, on a les données. Donc, on a les données de base qui, elles, ont été chargées dans notre objet parce qu'on a récupéré notre produit. Là, on récupère une collection de produits. Donc, notre collection qu'on a fait l'appel API, il a bien renvoyé l'ID, la référence, le nom et tout. Par contre, on voit que au niveau de brand et taxonomie, il envoie des IRI. /brands /4 /taxonomies /29. Et quand je vais aller chercher, justement, ce getBrand, c'est à ce moment-là où il va m'appeler, justement, et il va me faire il va m'appeler l'objet en question. Faudra que je regarde le début, car là, c'est flou. Ça peut être flou, hein, mais l'idée, en fait, c'est de garder en principe que là, je l'utilise dans ce cas-là pour faire du lazy loading. Je vais faire mon appel API pour récupérer la relation brand, pour récupérer mon objet brand qui correspond à l'ID 4, seulement quand j'en ai besoin, pas avant. J'en ai pas besoin. Parce qu'à aucun moment, je fais un getBrand. Tu vois? Et ce que je disais au début, c'est qu'on peut avoir une particularité qui peut être assez embêtante. Imaginons que tu as une relation produit où tu disais, bah tiens, je sais pas, il y a une sous-relation pour dire, ok, où j'ai une relation product avec elle-même. Enfin, je veux dire, tu vois, genre, j'ai une relation dans un objet A qui pointe vers l'objet A lui-même. Qui pointe vers lui-même. Il y a une espèce de référence circulaire comme ça. Où A va faire appel à A. Et imagine maintenant que, à un moment donné, on se retrouve avec justement une référence circulaire où tu vas faire des appels en cascade comme ça. Bah justement, on veut éviter ça. Parce que si tu cherches tout d'un coup en une fois,
Ah, c'est une catastrophe. Et puis même si tu cherches tout avec plusieurs types de relations différentes, imaginons que j'ai product qui mène vers taxonomie, qui mène vers une autre entité, vers une autre entité, vers une autre entité. Putain, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de données à charger d'un coup, quoi. Surtout que là, on ne fonctionne pas comme on fonctionne une base de données, on fonctionne plutôt comme on fonctionne une API. Donc on fait des appels HTTP. Vous imaginez la galère. Et c'est-à-dire que l'appel HTTP, il faut pas envoyer toutes les données d'un coup. Parce que vous pourrez me dire, mais Thomas, tu te casses la tête, pourquoi tu renvoies pas les données de taxonomie, de brand directement? Bah peut-être les amis, parce que derrière, il y a d'autres données qui vont avec. Que j'ai peut-être pas embarqué pour le moment, mais qui vont avec. Par exemple, dans taxonomie, c'est un arbre intervallaire. Je vais peut-être avoir besoin de récupérer les catégories qui sont parents, ou alors qui sont frères, ou qui sont enfants, par exemple, de ma taxonomie. Voilà. Mais imaginez si je dois tout charger comme ça en une fois et que je dois récupérer tout ça dans mon objet à plat par mon API en JSON, je vais me retrouver avec des données qui sont comme ça. Et si je dois récupérer tout ça en collection et que je reçois 100 produits comme ça, mais ça va être infâme à lire et infâme en termes de performance. Je vais renvoyer trop de données. Vaut mieux renvoyer des petits paquets de données plutôt que un gros paquet tout fait, mais qui va être très très long, quoi. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Merci. Alors, attends. Merci Fénuire. Merci beaucoup pour ton follow et bienvenue à toi. C'est vraiment un gros gain par rapport à un groupe de serialisation. Alors, oui et non. Parce que, justement, j'utilise le groupe de serialisation. Enfin, j'utilise la serialisation justement pour dire, OK, parfois, quand je vais faire des get, je vais récupérer certaines propriétés. Et quand je vais faire un put ou un post, je vais envoyer que certaines données. Tu vois, même moi, je fais ce travail-là de serialisation. Mais c'est pas que c'est un gros gain, c'est que c'est vraiment un fonctionnement totalement différent. C'est-à-dire que effectivement, si dans ta serialisation, quand tu travailles en API, tu vas lui dire, ok, bah mes relations, elles, je vais juste envoyer les IRI et puis je ferai moi-même les appels derrière et je veux pas envoyer dans mon groupe. Je vais juste lui dire, ok, toi tu l'exclus. Bah ça c'est ok, il y a pas de problème, c'est ce que j'ai fait de l'autre côté. Mais nous on n'est pas à ce niveau-là. On travaille pas au niveau de la serialisation. Ça c'est un point qui est propre à l'API. Nous ce qu'on veut ici, c'est juste attaquer une API sans avoir à faire des appels HTTP. C'est-à-dire que moi, quand je vais utiliser l'outil que j'ai développé ici, comme je vous l'ai montré justement, je vais l'utiliser comme vous utilisez des entités et des repositories sur Doctrine. J'ai ici Product Repository et dedans je vais pouvoir faire appel et dire ok, je veux récupérer une collection de produits par exemple. Et lui il va vous renvoyer des entités product. Comme vous faites avec... En fait, j'ai essayé, encore une fois, je reprends un petit peu ce que je disais, j'ai essayé de reproduire un petit peu ce que je faisais, ce qu'on fait avec Doctrine, mais en mode, ok, j'attaque une API, au lieu d'attaquer une base de données. Tu implémentes le lazy zone, même en étant en client HTTP. C'est exactement ça. C'est exactement ça, Hicham. Exactement. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Alors, je sais pas si c'est clair. C'est vraiment pas le plus simple, hein, parce que il faut vraiment être dans des... En fait, ce qui est pas évident, si vous voulez, c'est de donner des bons exemples qui parlent à tout le monde. Et forcément, peut-être que l'exemple que je viens de donner ne parle pas à tout le monde. Après, j'ai pas eu 50 000 exemples. J'ai pas eu 50 000 exemples où j'ai mis 50 fois le proxy manager, enfin le proxy pattern en place. C'est rare, j'ai rarement eu l'occasion de le faire. Hein. Même en 12 ans d'expérience, comme j'ai dû utiliser peut-être 4 ou 5 fois le XOR, par exemple, ou le do while. Ce sont des choses que j'ai rarement utilisées parce que je n'ai jamais eu besoin de les utiliser quasiment. Et c'est pas un problème. Mais l'idée ici aujourd'hui, c'est de se rendre compte que ok, ça existe, et ok, peut-être que ça peut rentrer dans un cas métier que j'ai et qui m'embête aujourd'hui, parce qu'au final, je suis un petit peu bloqué. Je suis un petit peu bloqué et là, je peux pas effectuer ce traitement-là parce que il peut pas avoir la responsabilité de gérer cette chose-là. Je comprends ce que tu veux faire, mais dans les précaux REST, on parle de ressources simples avec des IRI. Et utiliser Vulkan, GTP et Preload. Oui, d'accord. Mais là, moi, après, il faut bien comprendre qu'il y a un contexte. Je suis d'accord, mais il n'y a pas de souci avec ça, c'est ce que tu dis. Hein. Mais moi, j'ai un contexte. Mon contexte, c'est de me dire que j'ai avoir des dizaines et des dizaines de projets clients qui vont attaquer la même API. L'API qui est développée en intranet. Moi, ce que je veux faire, c'est juste créer une surcouche pour gérer ça pour moi.
En quoi utiliser? Bon, HTTP2, bon, ça ok. Le preload, pourquoi pas? Mais encore une fois, je veux bien, hein, mais c'est juste que là, je me suis simplifié la vie. Et derrière, au final, ça marche très bien. Après, effectivement, il y a certainement d'autres optimisations à faire. Vulcain, je connais pas tellement, donc je vais pas forcément m'avancer à dire, ok, on va faire ci, on va faire ça. Bon, le preload, au final, ça reste, je pense, la meilleure idée. Mais il faut bien comprendre que certes, je vais avoir beaucoup de projets. Donc, je vais avoir le fait de réutiliser un petit peu les librairies que je suis en train de créer justement pour attaquer une boutique, attaquer des commandes plus facilement pour mes projets clients. Ça, c'est cool. Mais en gros, tous mes projets clients, il faut bien comprendre que ce ne sont pas des projets volumineux. Ça reste dans des projets, on va dire, déjà one shot. C'est-à-dire que c'est généralement des projets qui vont avoir une durée de vie de 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans max. Et donc, il n'y a pas énormément non plus de grosses volumétries. J'ai envie de dire que les plus gros sites vont être utilisés par quelques milliers d'utilisateurs sur un mois. Voilà. Pas plus, rarement plus. Voilà. Donc, en gros, j'ai pas non plus ce besoin de performance. Si j'avais ce besoin de performance, j'aurais peut-être pas fait les choses comme ça. Effectivement, j'aurais peut-être pas fait les choses comme ça et je me serais peut-être orienté sur autre chose. C'est vrai, je pense que je me serais peut-être creusé la tête un petit peu plus. Mais là, au vu que de me dire, ok, le besoin de performance n'est pas un besoin primaire. Mon besoin primaire dans l'immédiat, c'est de la DX. Je ne veux pas avoir à faire mes appels HTTP à la main. Je mets une surcouche à tout ça et je vais utiliser forcément le proxy pattern pour faire ce travail-là pour moi. Du coup, tu as la responsabilité des API backend, car si côté backend c'est mal foutu et qu'ils ont pas... Ah oui, oui, non mais bien sûr, c'est évident. Mais ça veut dire que, en gros, moi j'ai développé l'intranet et j'ai développé aussi les librairies. D'accord? Alors maintenant, aujourd'hui, il y a d'autres développeurs qui vont s'en occuper et reprendre la main et garder la même philosophie. Mais effectivement, on est bien d'accord que le développement de ce que je viens de vous montrer là, il s'est fait à la suite du développement de l'intranet. D'accord? Parce que si j'avais pas la main sur l'intranet et que l'intranet allait se développer peut-être d'une façon encore différente derrière, je peux peut-être l'avoir dans l'os sur beaucoup de sujets derrière, effectivement. Parce qu'au final, si la personne n'envoie pas une IRI mais un objet directement, la ressource directe dans un objet, je vais être un petit peu embêté. Parce que j'ai pas prévu ce cas-là. D'accord? Donc moi, je prévois le cas seulement dans certains points. Et là, vous avez bien vu, là, je gère une boutique. Mais là, vous voyez, je gère quoi? Deux relations, quoi. Allez, le truc le plus complexe que j'ai eu à faire, c'est peut-être pour les commandes. Ou la gestion de points, des points virtuels, une monnaie virtuelle. Bon, bah c'est tout. Et ça demande pas énormément de relations, quoi, si vous voulez. Cela dépend également de la taille des projets qui utilisent la BI. Oui, mais les projets sont petits, ils sont pas très gros, si tu veux. C'est vraiment, il faut bien comprendre que on est là pour nous simplifier la vie. L'idée, le contexte qu'il y a derrière tout ça, c'est se dire, ok, moi j'ai voulu me simplifier la vie et rajouter une surcouche pour éviter d'avoir à me retaper à la main et à réinventer la roue à chaque projet. Ok, bah là j'ai juste besoin d'utiliser mes clients et puis basta. Demain, ce qu'on pourra même faire d'ailleurs, c'est carrément rajouter encore une surcouche front, par exemple, à ce client API Shop qui va permettre d'avoir une boutique unique qu'on va retrouver partout et qui sera peut-être facilement customisable. Mais ça encore, c'est du travail de front. Donc j'ai envie de dire, c'est pas forcément le travail qu'il y a à faire maintenant. Mais en tout cas, vous avez l'idée. L'idée, en fait, c'est de créer comme un système de, ok, on crée un sorte de CMS, on va retrouver des mécaniques qui vont être semblables sur tous les projets, mais on ne veut pas que les données soient stockées sur le projet. On veut qu'elles soient toutes internalisées sur l'intranet parce que derrière, il y a une gestion de facturation, une gestion de commandes. Il y a tout plein de choses qui vont être relativement très importantes pour le business de la boîte. Donc forcément, ce sont des problématiques qu'on se pose un tout petit peu. Nous, ce qu'on voulait surtout pas, c'est, comme actuellement, c'est de se dire que dans chaque projet, on va avoir... à chaque fois, on réinvente la roue. Pour chaque projet, aujourd'hui, la difficulté, c'est à chaque fois de réinventer la roue. À chaque fois, on va remettre un système de commande, on va remettre un système de boutique. Et parfois, entre les projets, ça va pas être la même chose. C'est un petit peu embêtant, quoi. C'est un petit peu embêtant. Le but de ma remarque était plus savoir ton avis sur cette histoire de preload, si tu l'avais utilisé. Alors non, je fais pas de preload du coup. Je fais pas de preload. Du coup, je fais l'inverse. Tu vois, je fais pas de preload. Donc le preload, si je dis pas de conneries, parce que je suis pas forcément en fait sur tout, évidemment, le preload c'est de se dire, ok, je vais précharger la donnée et je vais la stocker quelque part. C'est-à-dire que si un jour on me la demande, je peux te la restituer comme ça directement. Un peu comme du cache.
comment tu mets à jour ce client API Core sur les projets? Bah, en fait, le client API Core, lui, je l'installe jamais sur les projets. Je vais juste l'installer en tant que librairie sur mes clients API Shop, client API Order, client API Points. C'est ceux-là que je vais installer sur mes projets clients. Et je les installe comme des bundles, si tu veux. J'ai un bundle, tout simple, hein, en plus, il n'y a rien du tout. Hein. J'ai un bundle, et puis merci, au revoir. Pas besoin d'aller plus loin, quoi. Hein. C'est tout. Et derrière, c'est le client API Core où il y a toute la configuration qui est dedans, si vous voulez. Où là, dans ma configuration, ici, je vais dire, ah bah tiens, par exemple, toutes les interfaces repository, je veux que tu les tags de cette manière-là. Je veux que tu appelles la méthode call init, qui va donc récupérer le regenerator, l'hydrateur et le resolver. Je set là pour mon factory, le factory lazy loading de Proxy Manager, la fameuse librairie que je vous ai montré. Et ici, voilà, là ici, c'est plus ou moins la configuration des services qui vont permettre de gérer tous les services que je vais avoir dans toutes mes petites librairies. Donc, au final, comment je mets à jour? Bah là, je fais une release, et puis après, je fais simplement un update si besoin. Alors effectivement, suivant la taille de l'update, il y a peut-être un moment où je vais bloquer. C'est-à-dire que je vais bloquer suivant ce que j'aurais mis dans la version, si vous voulez. Genre, si je suis sur la version 1 actuellement, je vais pas permettre de passer à la version 2 parce qu'on estime que la version 2, ça va être une très grosse mise à jour. Peut-être avec du preload, par exemple. Et le preload serait largement faisable, si vous voulez. Sauf que ça demanderait de mettre une gestion de cache derrière, je pense, ou en tout cas un semblant. Ou peut-être qu'il y a déjà des outils qui permettent de faire ça, hein. Certainement aussi. Hein. Certainement d'ailleurs des... Je sais pas quoi, on va dire... ouais, un système de cache même en amont, quoi. Genre Varnish ou une connerie comme ça. Mais là, ça serait plutôt au niveau de l'intranet. Et ça va déjà être mis en place. Alors, je sais pas, on va pas mettre de Varnish pour commencer parce que les gens qui vont s'occuper de ça, sont pas forcément en fait de tout ça. Mais l'idée, ça va être d'aller certainement s'attaquer plutôt à côté API que plutôt côté librairie que je vous ai montré. Ah, ok. Là, c'est si je mets à jour une propriété dans mon intranet, c'est-à-dire dans l'API de mon intranet, derrière, effectivement, c'est soit je répercute la modification directement dans la librairie qui va avec, mais vu qu'ici, je fais dans mon résolver, alors attendez, non, c'est pas ici, je suis bête, dans mon résolver, comme je vais vous le montrer, dans mon hydrateur, pardon, là, je dis, bah écoute, si j'ai mappé la colonne, si j'ai ajouté la colonne qui a été ajoutée dans l'API et que je l'ajoute dans l'entité en question, là ça va la prendre en compte. Mais avant ça la prendra pas en compte. Donc forcément j'y aurai pas accès à cette donnée. Déjà que le dev qui passe derrière toi va s'arracher les cheveux s'il est junior, si tu lui colles du varnish, il va t'insulter. Alors déjà oui, effectivement. Mais quelqu'un a repris ce travail-là, quelqu'un est en train de travailler avec l'API Shop là, pour récupérer justement et de travailler sur la boutique. Et au début, ça a pris un petit peu de temps justement pour que j'explique un petit peu à quoi correspond ce fameux proxy manager et comment ça fonctionne. Mais aujourd'hui, Laura, si tu es là, tu te débrouilles très bien et elle fait très bien le travail. Il n'y a pas de souci. Et il y en aura d'autres développeurs et développeuses qui vont l'attaquer tout ça. Voilà. Donc, junior, bon, ça fait maintenant 1 ou 2 ans qu'elle travaille, donc je sais plus si on peut dire que c'est junior, si elle est junior encore, j'en sais rien, tu vois, je sais pas trop son passif derrière tout ça, mais pour le moment, ça se passe plutôt bien. Parce qu'au final, on est dans de l'utilisation, dans de la DX, et pas tant, elle n'a pas tant à se poser la tête de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe derrière? Si elle demande, elle m'a demandé, je vais expliquer comment ça fonctionnait. En plus, elle est curieuse, c'est génial. Mais je vais expliquer comment ça fonctionnait. Mais il n'y a pas besoin d'aller plus loin, en fait. Ça suffit. Voilà. Bon. C'était le proxy pattern. J'espère que ça vous a plu. C'est vraiment un pattern qui me plaît beaucoup, mais qui s'utilise vraiment dans des contextes bien particuliers. Et peut-être que là, le contexte que je vous ai montré, c'est juste un exemple de ce qu'on peut faire avec un proxy pattern. On pourrait très bien l'utiliser différemment. Généralement, d'ailleurs, le proxy pattern s'utilise beaucoup avec les adapteurs, avec les décorateurs aussi. Ça s'utilise beaucoup dans ce style-là. Il y a encore d'autres implémentations qui peuvent se faire. Je vous ai montré l'implémentation de Doctrine où lui, carrément, il va générer un fichier et qui va faire le traitement pour nous à l'intérieur. Et ça, il le fait justement pour éviter d'avoir à gérer à la main tout seul. C'est-à-dire que si tu génères un fichier, c'est plus rapide.
Il t'aura pas à voir toute la partie en amont où tu réfléchis voilà, aux algos pour traiter les choses et tout. Là, au final, tout est généré une fois et plus simple. Je dis junior, mais juste que les concepts derrière ton hydrateur et le proxy pattern, c'est pas simple. Bien sûr, oui, on peut comprendre que ce soit pas simple. Mais au final, c'est pas si compliqué, mais aussi parce que elle est dans le contexte. Tu vois, elle est dans le contexte, donc elle connaît le truc, elle a travaillé sur l'intranet, donc elle comprend un petit peu la logique et la philosophie que j'ai voulu donner derrière. En tout cas, c'est plus facile pour lui expliquer, sachant qu'elle est dans le contexte. Tu vois, là où aujourd'hui vous n'avez pas le contexte complet, forcément c'est peut-être plus dur de se projeter. C'est peut-être aussi ça le biais. Je sens que tu es sur la fin. Tu peux juste me rappeler la classe que tu utilises pour les setters. Pourquoi? Pour utiliser pour faire des sets Property Assessor. Tu viens de faire un truc dégueu, set field. Ok, bah tu utilises Property Assessor. Alors, tu fais Symfony, Property Access, pardon. Alors, Access ou Access, tu appelles ça comme tu veux. Et voilà, il va faire exactement ce que je t'ai dit. Donc, il va à la fois utiliser du getter ou du setter. Et si tu as des other ou des either, notamment pour les booléens, par exemple, quand on veut faire des get, mais que c'est pas get et le nom du booléen, mais ça va être is et le nom du booléen, il le fait pour toi. Voilà. Et il peut même le faire sur un tableau simple, il peut le faire de différentes manières. Donc, il fait du get value et du set value. Ça évite. Salut Steph. Pas de souci, t'inquiète pas. Donc du coup, tu arrives un petit peu à la fin de mon explication sur le proxy pattern, mais c'est pas très grave. Et donc ce property assessor que tu crées ici va te permettre de, euh, sans forcément connaître exactement la forme, en tout cas pour appeler dynamiquement, mais de manière un petit peu plus propre que effectivement faire des appels dynamiques en mode crochet, en mode accolade et tout. Bon, pour les tableaux, bon, je suis pas sûr que ce soit un truc de fou. Moi, c'est plutôt pour les objets qui m'intéressent, hein. Tu vois, quand tu fais du get value comme ça, je trouve ça bien plus intéressant. Tu vois, bon, là, c'est une propriété. Ok, sinon, on aurait besoin de mettre justement des fameux accolades autour et c'est pas très très joli, quoi. C'est pas très très joli. Ok, bah écoutez, pour le proxy pattern, c'est ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire bonjour YouTube, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, je vais arrêter l'enregistrement. Ciao, ciao.